Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler du Giro, le grand débrief du Giro 2020. Et puis, on va faire un format un peu différent. On va faire les 20 éléments, parce qu'on est en 2020, les 20 éléments à retenir du Giro 2020, les 20 infos, les 20 choses qui se sont produites lors de ce Giro 2020, les 20 interrogations qu'on peut avoir également après ce Giro 2020. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça que nous allons voir tout de suite. Et puis on reviendra sur Gauguenhardt, on va parler d'Aurélien Paré-Peintre, on va parler de Kelderman, on va parler énormément d'Ineos dans cette vidéo, on va parler également d'Arnaud Démare. Enfin, il y aura voilà, beaucoup de choses à voir et on commence tout de suite par l'info numéro 20. L'info numéro 20, la Covid-19. Pourquoi je mets la Covid-19 vous allez me dire, c'est peut-être pas l'information majeure, mais ça a joué un rôle sur la course, la Covid-19. Alors, on va parler de la tension, peut-être qu'il y a eu, le fait déjà que la course soit décalée à cause de la Covid-19. C'est vrai que normalement, on est habitué à avoir une course en mai, on a eu une course beaucoup plus tardivement. Sur l'étape d'Asti, ça n'aurait peut-être pas posé autant de problèmes, quoique je pense que l'étape d'Asti, même sur le sec, ça aurait posé problème. Parce que 250 bornes sur le plat, bon, c'est pas très intéressant. Ça a posé des problèmes également au niveau des transferts, ça a joué un rôle du côté organisation. Ça a joué également un rôle sur la course, tout simplement. On a perdu Gaviria, on a perdu Michael Matthews du côté des sprinters, et du côté des grimpeurs, on a perdu Kruijswijk, et on a perdu Adam Yates également. Très vite, Simon Yates, plutôt que Adam. Mais on a perdu ces coureurs extrêmement vite, en fait, dans la course, et ça a joué un rôle parce que, par exemple, sur les sprints, la Bora et la Groupama ont dû faire beaucoup plus de travail que peut-être ce qui était prévu. Le fait qu'on ait Kelderman et Jane Lay qui aient eu un vrai train en montagne, c'est aussi le fait que Michael Matthews n'était pas là. Si on avait eu Michael Matthews, ça n'aurait pas fait la même chose. Le fait qu'il n'y ait pas eu Kruijswijk dans la course, ça a changé. Certainement. Kruijswijk, on aurait pu le mettre dans le top 5, donc forcément, ça a changé les choses. Gaviria avec Molano et Richetze, pour les sprints aussi, dès la fin de deuxième semaine, la troisième semaine, bon, il n'y a pas eu une grosse bagarre au niveau des sprints, mais Gaviria n'a pas été très présent. Mais quand même, ça a eu une incidence. Michael Matthews aussi, ça a eu une incidence. Et puis Simon Yates, bien entendu, et le reste de l'équipe Mitchelton. Et puis même en termes d'organisation dans certaines équipes, à G2R, il y a eu des cas, même chez Ineos. La Covid-19 a joué un rôle important dans cette course. Movistar, décevant. Eh oui, sur un grand tour comme ça, on aurait pu s'attendre à mieux de la part de la Movistar, mais déjà, la starting list n'augurait rien de bon, on va dire. Quand je vous rappelle la starting list, du côté de la Movistar, c'était Carretero, Cataldo, Pedrero, Rubio, Samitier, Sepulveda, Torres et Villela. La seule chose qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont fini à 8. Et c'est l'une des rares équipes qui a fini au complet. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont été un petit peu décimées. Après, on attendait quand même mieux. Par exemple, moi j'attendais beaucoup mieux d'un Cataldo dans les échappées. On l'a peu vu, Cataldo, dans les échappées. Et rarement dans les bons coups. Samitier, il fait 14, je crois, général. Mais sans avoir pesé sur la course, hein. Oui, il fait 13e, mais il a 15 minutes de Maïka qui est 12. Donc il n'a jamais vraiment pesé sur la course. Il est juste devant James Nock et McNulty. Movistar, premièrement, on n'a pas un gros effectif. Bon, d'accord. Mais on a quand même des bons grimpeurs. Hein. Samitier, Cataldo, Carretero, c'est pas une mauvaise équipe non plus. C'est pas des mauvais grimpeurs. On doit jouer la gagne sur les étapes. Et là, sur les étapes, ils ont souvent raté le coche. Comme sur le Tour de France, hein, où sur le Tour de France, Marc Soler il nous en a fait quand même 2 magnifiques en termes de stratégie. Mais la Movistar, ils étaient souvent à 3 ou 4 dans les échappées. Et à la fin, c'était les premiers à se faire dégager des échappées. Je crois qu'on a vraiment fait avec les restes. Et on sait qu'ils ont privilégié le Tour d'Espagne, hein, avec Enric Mas, Valverde, Marc Soler. Les 3 sont sur le Tour d'Espagne. Mais ça nous rappelle que cette équipe manque réellement de leader depuis la perte de Landa et depuis la perte de Carapaz. C'est une équipe qui
a un peu du mal, quand même. On mise sur Valverde depuis 5 ans, depuis les débuts même de cette équipe, même avant, hein, quand c'était l'île Baléares. Mais bon, au bout d'un moment, Valverde, il y a 40 balais, quoi. Il faudrait miser, il faudrait trouver d'autres stars. Et ils ont un peu du mal à en trouver, et c'est un petit peu dommageable, je trouve. Les Continentales italiennes, toujours en galère. Alors les Pro Teams, maintenant, je dis encore Continental Pro, mais c'est les Pro Teams, toujours en galère. On n'est pas vraiment surpris, leur budget est quand même moindre. Il faut savoir que les Continentales italiennes, comme la Bardiani, comme Androni Giocattoli ou Vini Zabou, les budgets par rapport aux équipes françaises, par rapport à une équipe comme Total Direct Energy, qui est l'un des plus gros budgets, vous en devez 4 millions. Voilà, on est entre 6 millions et demi, 7 millions grand maximum. Par rapport, je pense que Bardiani, c'est 1 million de moins que Vital Concept, par exemple. Donc forcément, l'argent, ça fait un petit peu le bonheur dans le cyclisme, ça vous permet quand même d'avoir des grands coureurs. Mais même, et on se dit quand même que le niveau est pas top dans ces équipes-là, parce que, Androni Giocattoli, il y a eu Simon Pello. T'enlèves Simon Pello chez Androni Giocattoli, on les a vus dans les échappées, mais de là à dire qu'ils ont été marquants sur ce Giro, j'irai pas jusque-là. La Bardiani, t'en as quand même un qui se retrouve hors délai dès la première étape, Luca Covidi. On les a vraiment très peu vus, la Bardiani, Carboni, Fiorelli, Leonardi, Mazzucco. Alors Mazzucco, Leonardi, bon, Filippo Zana, Tonelli, c'est des coureurs qu'on n'a pas vraiment vus. Vini Zabou, il y a eu Giovanni Visconti, il y a eu Van Empel, qu'on a vu dans beaucoup d'échappées, avec Zardini, mais souvent c'était dans des échappées où on avait très peu de chances que ça aille au bout, et dans les grosses échappées où ça allait, où ça se battait pour la gagne, ils ont rarement été là. Quand la course s'est emballée, ces équipes-là étaient souvent très absentes. Et le premier coureur qui vient d'une équipe continentale italienne dans le classement, je pense qu'il va falloir que je descende très bas. Cofidis, Astana, Lotto, G2R, Bardiani, c'est Tonelli. Et Tonelli finit 51e à 2h42. Voilà, c'est le premier des équipes italiennes. Elles sont donc largement dans la dernière partie de tableau. Même si le dernier n'est pas un coureur d'une continentale. Ça montre que c'est des équipes qui... on les invite aujourd'hui. Est-ce que ça a véritablement un intérêt sur le Giro? Autant sur les équipes sur le Tour de France, les équipes françaises sont d'un niveau assez proche des équipes World Tour. Là, il y a quand même une vraie différence de niveau. Il y a un vrai gap de performance. Est-ce que c'est intéressant de voir ce type d'équipe sur un Giro? Est-ce que ça donne une bonne image du cyclisme italien? Je suis pas sûr. 17, Juan Denys, futur leader. Ah, j'en mets ma main coupée. Vu ce qu'il nous a mis sur le Stelvio, c'est strière aussi. Chez Ineos, faudrait être complètement bête pour se dire on le laisse en tant qu'équipier, en tant que lieutenant. Ce mec-là, il est encore jeune, hein, Juan Denys, il a 28-29 ans. Il peut devenir leader sur les grands tours. Il a un talent pur en montagne. Cette capacité à garder de la vélocité avec les petits braquets, c'est pas donné à tout le monde. Il a cette capacité-là. C'est pas le coureur qui change le plus de rythme. Bien entendu, il monte à la Tom du Moulin. Malgré tout, il a réussi à décoller dans sa route à Gegenhardt. Gegenhardt, à des fois, il est en galère derrière Juan Denys. Il a été très fort. Si Gegenhardt remporte le Giro, c'est aussi grâce à Juan Denys. C'est surtout Juan Denys, parce qu'en montagne, Gegenhardt, il était toujours hyper bien accompagné. Il y a eu aussi un très grand Ben Swift, il faut le dire. Mais Juan Denys, wow. Je savais qu'il avait des capacités en montagne. On se souvient du Tour de Suisse. C'est pour ça que ça m'avait énervé quand Guimard avait dit c'est qu'un mec qui s'est roulé sur des bouts droits. Non, Juan Denys, c'est un peu au-dessus. Mais je m'attendais quand même pas à ce qu'il fasse le Stelvio en tête. Il y a une petite différence. Il a fait le Stelvio en tête, c'est strière. Il a été assez formidable quand même dans ces difficultés-là. Donc moi je pense que Juan Denys, dans un an ou deux, il perd encore un petit peu de kilos, il devient leader. Et comme sur le contre-la-montre, il est très bon, parce qu'il colle quand même 10 secondes à Almeida, et derrière, tu peux gagner un grand tour en faisant ça. Hein. Les conditions climatiques. Or ça va un petit peu ensemble avec la Covid-19. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu la Covid-19, on aurait eu le Giro au mois de mai. Mais on a eu, c'est vrai, il faut le dire, des conditions climatiques extrêmement difficiles. Les 4-5 premiers jours, ça s'est plutôt bien passé
Avec la Sicile, on a traversé la Sicile, il y a eu un peu de pluie, mais avec des conditions climatiques qui étaient plutôt avec des températures chaudes. Là, à partir de la deuxième semaine, c'est vrai qu'on a eu des températures qui ne dépassaient pas les 10 degrés. Ça a joué forcément sur la condition physique, parce que si vous n'êtes pas bien, quand il fait froid, ça se voit tout de suite. Ça a joué peut-être sur certaines étapes. C'est vrai que le Stelvio, peut-être que certains coureurs ont un peu plus souffert du froid que d'autres. Après, c'est aussi le fait d'avoir la course en octobre. Les coureurs le savaient, mais est-ce qu'on s'était quand même préparé à avoir froid à ce point-là en Italie? Peut-être pas. On a quand même eu des conditions très humides. Et ça, bon, on sait qu'on est en octobre, mais il a quand même vraiment plu sur ce mois d'octobre en Italie. Il y a eu très peu de jours où il faisait beau. Il y a eu l'étape d'Asti, on a failli faire 250 km, dont 200 sous la flotte. Du côté du Giro, je pense qu'on ne l'avait pas assez anticipé du côté des organisateurs, ces conditions dantesques, ce qui a provoqué cette grève. Mais quand même, Gegenhardt, il gagne un Giro, c'était pas le plus facile, donc sacrée performance. Numéro 15, la remobilisation d'Ineos. Rappelez-vous, Ineos, il y a 3 semaines, après l'étape de l'Etna, Geraint Thomas perd le Giro, Gegenhardt perd 2,40 ce jour-là. Oh, c'est compliqué quand même, hein. Dans la tête, de se remobiliser. Vous perdez votre leader. Gegenhardt, on ne l'a jamais vu sur un grand tour. Dans plus d'une équipe, on serait écroulé. Ce qui s'est passé un petit peu sur le tour. Mais comme sur le Tour de France, ils ont une capacité à se remobiliser. Sur le Tour de France, Ineos, leur dernière semaine, elle est très bonne. Ils vont chercher d'autres objectifs avec la victoire de Kwiatkowski, mais même Carapaz fait du très bon travail. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'ils se sont remobilisés, ils ont pris des échappées les premiers jours. Ils ont eu la chance de gagner avec Ghana. Ça les a aidés également. Et Ghana leur a sauvé la mise sur l'étape qui remporte l'étape en ligne. Derrière, vous avez un chrono, vous avez Narvaez également qui lacune. Mais même après l'abandon de Narvaez, on ne s'écroule pas. On reste focus sur un objectif qui était pourtant assez lointain, encore il y a 10 jours. Gegenhardt, vainqueur du Giro, alors qu'il a à ce moment-là plus de 40 de retard sur Almeida, tu te dis pas tout de suite ça va le faire. Et pourtant, à la fin, c'est lui qui gagne le Giro. Comme quoi, la remobilisation rapide des Ineos a aussi participé à ce résultat. Aurélien Paré-Peintre, futur leader. Il a passé, pour moi, le test. Il a passé le test du coureur sur qui on peut compter sur 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un coup de moins bien en deuxième semaine. Coup de moins bien sur une étape qui a été très difficile sous la pluie et vraiment des conditions très très complexes. Une étape qui était piégeuse et voilà, qui ne convenait peut-être pas forcément à ses qualités. Après, en haute montagne, par rapport, là je regardais par rapport aux mecs qui sont devant lui, par rapport à des mecs comme Samitier ou même Maïchka ou McNulty, il a fait des meilleures étapes de montagne que ces mecs-là. Il a perdu un peu de temps sur le chrono de 34 km, mais il fait un très bon dernier chrono, ce qui montre que sa fin de Giro, il est très frais, parce que l'étape de Sestriere, même l'étape du Stelvio, il est vraiment bien sur ces étapes-là. Alors on l'a peu vu, mais ça reste un très bon coureur. Est-ce que ça peut être un leader sur les grands tours dans les années à venir ? Il faudra déjà qu'il confirme sur un autre grand tour. Là, il n'a pas fait top 15, il a fait 16e. Dans la tête, c'est pas la même chose aussi. Il fait pas peur à ses adversaires pour le moment. Mais moi, je pense qu'il est en capacité de pouvoir aller chercher la gagne. Chercher la gagne, je sais pas, mais chercher les top 10, oui, sur des grands tours. Et en plus, avec AG2R qui se restructure, ça peut être très intéressant pour ce coureur. 13. Cette question, est-ce que c'est le meilleur Giro de tous les temps ? Difficile à dire. Difficile à dire parce que les conditions climatiques, c'est vrai, ont aidé. On a eu une fin assez rocambolesque. Personne n'aurait parié ni sur Jedley ni sur Gegenhardt. Donc ça nous rassure sur le fait que le cyclisme n'est pas tout le temps prévisible.
C'est-à-dire que le cyclisme peut encore nous émerveiller, et c'est pour ça que j'adore ce sport. C'est que, et que j'adore même le sport en général, parce que c'est l'un des rares domaines où le petit peut quand même réussir à écraser le gros. Et qu'on peut avoir et que c'est très dur à prédire. Les circonstances de course qu'on a eues, au départ, qui parie Guggenhardt va gagner la victoire? C'est comme le mec qui avait parié Pierre Gasly, vainqueur du Grand Prix de Monza. C'est même plus un coup de cul là, à ce moment-là. Cette course a été incroyable. Quand tu regardes le top 10, il est incroyable. Après, est-ce que c'est le meilleur Giro de tous les temps? J'irai pas jusque-là. Ça a manqué un petit peu de grandes offensives en montagne. On n'a pas eu je trouve que le Giro 2019 avait été plus incroyable parce que la manière dont Carapaz avait pris le maillot rose, c'était beau. La manière dont il avait fait cette attaque très loin de l'arrivée. Là, on n'a pas eu de grosses offensives, pardon. Ça s'est fait à la pédale. À la fin, Guggenhardt était le plus fort en montagne et pas le plus mauvais contre la montre. Mais on n'a pas eu de grandes offensives, genre un Nibali qui attaque dans tous les sens et qui tente de renverser la course. Il y a eu Almeida, mais ça n'a pas suffi pour me dire tiens, c'est le meilleur Giro de tous les temps. Je pense qu'il en manquait encore un petit peu. 12. Kelderman a-t-il laissé passer sa chance? Moi, je crois que oui. Enfin, je crois que oui. Dans l'idée où Kelderman aura beaucoup de mal, je pense, chez Jumbo, à se faire une place quand vous êtes face à Roglic, Kruijswijk, Dumoulin. Tu t'appelles Kelderman, c'est quand même un tour en dessous. Après, quand je dis a-t-il laissé passer sa chance, c'est qu'il aurait déjà fallu qu'il ait sa chance. Et pour moi, il était inférieur en montagne. C'est presque un miracle qu'il ait le maillot rose un jour. Parce qu'il était largement derrière Genley et Guggenhardt. On l'a aidé un maximum, son équipe l'a aidé un maximum. Mais au bout d'un moment, tu peux pas compenser des manques. En haute montagne, c'était pas mieux que Nibali. C'était pas beaucoup mieux au final. Il y a juste sur l'étape de l'Etna où il m'avait fait une belle impression, mais en fait, c'est la seule fois où il a été performant en montagne. Piancavallo, Guggenhardt est au-dessus. Genley, tu sens qu'il est obligé de freiner un petit peu. Stelvio, il craque. Sestrière, pas là non plus. Donc, est-ce qu'il a laissé passer sa chance? Oui, parce que dans l'idée, il y avait tout qui était bien positionné. Mais est-ce qu'il l'a perdu sur une erreur tactique? Non. Il a perdu parce qu'il n'avait pas les jambes. Tout simplement. Donc, il a laissé passer sa chance parce que sur la préparation, je pense qu'il y a eu un raté. Parce que sur la manière de courir, il aurait peut-être pu faire mieux. Mais cette troisième semaine lui coûte très très cher. Et Kelderman, il a toujours des très mauvaises troisième semaines. Donc, est-ce qu'il sera en capacité un jour de faire mieux que top 5 d'un grand tour ou que podium? Pas sûr, pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup trop de manques en troisième semaine chez Kelderman. Un top 10 imprévisible. Eh oui. Je vais juste vous résumer le top 10 parce que le mec qui l'a mis, même dans le désordre, c'est la chatte à... Il a la chatte, comme dirait Benoît Paire. Guggenhardt, donc vainqueur devant Genley, Kelderman, Almeida, Bilbao, Fuglsang, Nibali, Conrad, Masnada, Pernsteiner. Tant vous dire que dans ce top 10, des mecs qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, il y a Guggenhardt, il y a Genley, il y a Masnada, parce que je ne voyais pas forcément faire un top 10. Il y a Pernsteiner aussi, parce que je ne voyais absolument pas faire un top 10. Et Conrad. Parce que Conrad, moi je m'attendais plus à Maïka qu'à Conrad. Voilà. Donc c'est dire que ce top 10 a été absolument imprévisible. Qu'Almeida soit dans le top 5, s'il tenait 3 semaines, je pouvais m'y attendre. Bilbao dans le top 5, dans le top 10, oui. Genley, Guggenhardt, voilà, c'est un top 10 assez surprenant. Et puis un top 10 sans Simon Yates, sans Kruijswijk aussi. On ne s'attendait pas vraiment à ça. Donc ça a été un top 10 surprenant. On va parler des sprinteurs. Viviani, l'homme invisible de ce Giro. J'ai hésité avec Gaviria et je me suis dit,
Ouais, mais Gaviria, il n'avait pas un train avec lui. Viviani, c'était vraiment le leader normalement de la Cofidis. Déjà sur le Tour de France, on s'était dit Guillaume Martin avait quand même peu d'équipiers pour l'aider en montagne. Viviani, l'homme invisible, parce qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Les rares fois où j'en ai parlé, c'est en flop sur les débriefs de Giro. Il y a un vrai problème chez Viviani de confiance dans son train. Il y a un vrai problème pour frotter. Pour frotter, il faut avoir de la confiance aussi. Le train de la Cofidis, il n'est pas si mauvais. Il est encore un peu finé. Mais bon, Consoni, il a réussi à faire top 4. Hein. Donc c'est qu'il n'est pas si mauvais ce train. Le problème de Viviani, c'est qu'il ne suit pas son train. Et c'est le même problème que l'année dernière chez Deceuninck. Viviani, l'année dernière chez Deceuninck, il avait un train de qualité. Il n'arrivait pas à le suivre. Et parce qu'il frottait très très mal dans le peloton. Bah là, on a les mêmes problèmes. Il y a un manque de confiance chez ce coureur dans ce domaine-là qui est assez, je trouve, stupéfiant et qui me surprend quand même chez Viviani et qui me rend un petit peu triste. Fuglsang, simplement un coureur de classique. Bah, on peut avoir des doutes parce que là, cette année, moi je pensais plutôt au mois d'août que Fuglsang, vu comment il avait fait le tour de Lombardie, les Strade Bianche, je m'attendais plutôt à le voir sur le Tour de France pour préparer les classiques de printemps, avoir un petit peu une manière de faire la Julien Lafilippe. Et à ma surprise, mi-août, on nous indique, tiens, il fera le Giro. Ah, je me dis, surprenant. On ne le voit pas au championnat du monde. Alors que pourtant c'est un très très bon coureur. Hein. On le voit pas non plus au top sur d'autres courses. Et je me dis, sur ce Giro, il fait 7 ou 8, je sais plus. Il défend pas son titre à Liège. Il aurait peut-être mieux fallu aller à Liège-Bastogne-Liège, quitte à faire la Vuelta en fin de saison, pour en claquer une. Il a quand même pas été aidé non plus, Fuglsang. Vlasov abandonne tout de suite. Miguel Andrade Lopez aussi. Il a 2 abandons de marque dès le début. Il a 2 cas de Covid dans son équipe. Ils sont obligés de changer les coureurs. Enfin, il n'y a pas grand-chose qu'à... Et Boiro également qui abandonne lors de l'étape numéro 18. Donc il n'y a pas grand-chose qui a marché pour Fuglsang. Mais c'est quand même dommageable qu'un coureur comme ça, aujourd'hui, n'arrive pas à s'en sortir sur les courses de 3 semaines. Je pense qu'en termes de récupération, c'est pas le meilleur. Il y a des gros débours sur le contre-la-montre. C'est l'un des coureurs du top 10 qui a perdu le plus de temps sur le contre-la-montre. Pire, il n'y a que Pernsteiner, je crois, qui a fait pire. Mais ça a été moins bien, par exemple, que Guggenhardt. Ça a été moins bien que Patrick Conrad sur les chronos. Donc ça fait mal. Pourtant, il avait des prédispositions sur le contre-la-montre à une époque. Je me souviens, il avait même le maillot de champion du Danemark, je crois, du chrono, pendant quelques années. Et là, je ne m'attendais pas à ce qu'il perde 1 minute 48 le premier jour. Je sais bien qu'il y a les conditions climatiques, mais il perd plus de 20 secondes sur Nibali. Le deuxième chrono, je crois qu'il perd aussi une grosse minute sur 34 bornes. Alors qu'on s'attendait plutôt à ce qu'il gagne du temps par rapport à ses adversaires. Et le dernier chrono aussi, il a été assez mauvais. Donc c'est assez surprenant de sa part, mais bon. C'est là où je me pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment un coureur qui aujourd'hui peut gagner une course de 3 semaines. Bah, je suis pas si sûr. Sagan, le grand retour, the big return of Peter Sagan. Moi, ce qui m'a intéressé sur le Sagan 2020 du Giro, c'est qu'il a été concerné par la course, qu'on a retrouvé un petit peu le Sagan attaquant, qu'on a retrouvé un Sagan qui avait envie. Est-ce que c'est le retour de Sagan ? Moi, je dirais que c'est pas le retour de Sagan. Je pense qu'on est sur un Sagan 2.0. C'est un Sagan qui a changé. C'est un Sagan qui a 30 ans. C'est plus le même coureur qui a... Moi, je l'ai connu à ses débuts, Sagan. Il y a plus de 10 ans, ça ne me rajeunit pas. À l'époque de la Liquigas. C'était un coureur qui était un peu foufou, qui était fantasque dans sa manière de faire, mais qui dominait. Qui dominait les punchers et qui arrivait au niveau du sprint à faire des choses assez incroyables et à gagner des sprints sur le plat. Aujourd'hui, Sagan, les sprints sur le plat,
Il a été dépassé, il a été battu par Ballerini, il a été battu par Desmarques plusieurs fois, mais il a rarement été, a été dans le top 5. Mais il est jamais deuxième quasiment. Même en tant que puncher, on le voit, il se fait battre par Ulissi lors de l'étape numéro 2. Alors qu'avant, sur ce genre d'arrivée, normalement 4 km en côte, c'était des arrivées saganesques. Et bah, même sur ce type d'arrivée, maintenant, il est plus capable de battre tout le monde. Je crois qu'on a un nouveau Sagan, c'est un Sagan qui cette année a compris que c'est peut-être plus un sprinter. C'est peut-être plus un mec qui est fait pour gagner des maillots de meilleur sprinter. Aujourd'hui, Sagan, faut peut-être qu'il se projette sur d'autres types de courses. Il y a les classiques flandriennes, il y a peut-être l'Amstel qui pourrait lui convenir, il y a Milan-San Remo qui reste un objectif quand même pour lui, mais sur des courses de 3 semaines, aller chercher un maillot de meilleur sprinter, bah, je crois qu'il n'est plus en capacité de le faire. Donc c'est pas le retour de Sagan, enfin par rapport au Tour de France si, mais c'est surtout un nouveau Sagan. On l'a vu, il a pris très peu d'échappées. En fait, il nous disait, je me bats pour le maillot cyclamen. Il aurait mis la pression sur les étapes de plat et de montagne. Là, on l'a jamais vu prendre d'échappées sur les étapes de montagne. Il a joué un rôle d'équipier sur les étapes de montagne pour Conrad et Majka. Donc c'est là où je me dis, Sagan a changé, parce qu'avant Sagan c'était lui le patron. Même quand il y avait Majka, même quand il y avait Conrad dans son équipe, c'était lui le boss. Même quand il y avait Charman dans son équipe, c'était lui le boss de la Bora. Là déjà il s'est mis au service des autres, ce qui est extrêmement rare pour Sagan. Et puis derrière, bon, on l'a quasiment pas vu en échappée, Sagan. Et ça montre... La seule fois où il a été dans une échappée, c'est l'étape qu'il a remportée. Mais ça montre bien que c'est plus du tout le même Sagan qu'il y a quelques années, je pense. Nibali, décevant. Oui, mais il a été décevant, Nibali. Et décevant, mais en même temps, il a 35 ans. Mais j'attendais beaucoup mieux de Nibali. Déjà parce qu'il avait l'une des équipes les plus solides au départ. Mais je me suis aperçu très vite que son équipe, elle n'était pas en très grande forme. Julien Bernard, on ne l'a jamais vu au top. Ciccone, beaucoup moins bon que les années précédentes. Abandon de Peter Winning assez tôt, qui je pense aurait été d'une précieuse aide en montagne, Peter Winning. Et puis derrière, en fait, il n'y a eu que Mosca. Mais Mosca, ça suffisait pas. Antonio Nibali, il a été à son niveau, mais on n'attend pas grand-chose de lui. Nicola Conchi, c'est pas suffisant. Donc il a été assez vite seul, Vincenzo Nibali. C'est vrai que Brandbial l'a pas mal aidé, mais il a abandonné à la 15e étape. Mais du côté de Nibali, de toute manière, même s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes-là, en montagne, il était en dessous. Il n'était pas mieux que Fuglsang en montagne. Et puis cette capacité à transformer la course en 3e semaine, il ne l'a pas eu là. Ça n'a pas marché chez Nibali. C'est dommageable. Mais en même temps, il faut rappeler qu'il a 35 ans. Et que même s'il avait une grande envie de remporter cette course, quand vous avez 35 ans, vous ne pouvez plus faire sur vos qualités de changement de rythme. Il faut peut-être gagner d'une autre manière. Il faut peut-être réfléchir à une autre manière pour gagner. Et puis peut-être que c'est déjà le déclin pour Nibali. On a 35 ans, on est quand même à un âge avancé. Peut-être que ça commence à décliner son niveau de performance. Et que Trek n'a pas forcément misé sur le bon cheval. Mais bon. Ciccone n'est pas le remplaçant pour moi de Nibali, si on devait regarder chez Trek. Je pense que Kenny Elissonde, il y a peut-être plus un truc à tenter. Mais Ciccone, il lui en manque encore un peu sur la récup, sur plein de facteurs. On a parlé de Nibali. Où est la relève italienne ? C'est une grande question qu'on peut se poser. Où est cette relève italienne ? Parce que quand on regarde le général, vous avez Fausto Masnada qui fait 9. Alors Fausto Masnada, c'est pas le coureur le plus âgé du monde, mais c'est les circonstances de course qui l'ont également bien aidé. Fausto Masnada. Si on enlève Fausto Masnada, qui est pas mal, qui était 6e de Tirreno,
qui a fait également en début de saison 9e du Tour des Alpes. La relève italienne, on a du mal à la voir. C'est-à-dire que ce soit les équipes de deuxième division, il n'y a pas vraiment un jeune, pour le dire, dans les équipes de Pro Team italiennes, j'ai retenu Simon Pello. Simon Pello, il est suisse. Donc ça pose un petit problème. Et Van Empel, qui est néerlandais. Il y a un manque de coureurs italiens jeunes de très bon niveau. Alors il y a Filippo Ganna et Masnada, mais ça cache un petit peu la forêt. Et une forêt qui n'est pas exceptionnelle. Les Tonelli, même les Conchi, Puccio est une éternelle déception. Parce que chez Ineos, il n'a pas fait grand-chose. Ravanelli, Sobrero, même Giovanni Carboni, tous ces coureurs-là, on les attend. On attend une relève à Nibali. Nibali, il a 35. On attend une relève. À Pozzovivo aussi, qui a 36 ou 37 ans. Mais aujourd'hui, elle n'existe pas chez les Italiens. Et ce Giro nous a rappelé que, certes, du côté de la montagne, il n'y avait pas vraiment de relève, mais du côté du sprint, non plus. Parce qu'il y a eu Oldani sur une étape, il y a eu Ballerini, et Ballerini n'est pas un pur sprinter. Alors certes, Ballerini, peut-être qu'en pur sprinter, il y aurait quelque chose à tenter quand même. Mais la relève italienne est un petit peu inquiétante. J'ai pas parlé de l'Espagne non plus, mais l'Espagne c'est pas beaucoup mieux. Vous enlevez Bilbao, derrière c'est le vide. C'est le vide, hein. Chez Movistar, c'est pas incroyable. Il y a aussi un manque de relève espagnole. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'Italie qui est en difficulté. Mais il y a un manque de relève du côté de l'Italie, c'est sûr. On arrive dans les 5 dernières infos. Je sais que cette vidéo est un petit peu longue. Là, on doit être à 30 minutes de vidéo là. On la fera peut-être en 2 coups même. Filippo The Machine Ganna. Pourquoi The Machine Ganna? Il a été incroyable. 4 victoires d'étape pour Filippo Ganna. C'est-à-dire autant qu'Arnaud Démare. Sauf qu'Arnaud Démare, c'est un sprinter. Ganna, c'est un grimpeur. Enfin, c'est un grimpeur. Il manquerait plus que ça. C'est un coureur de contre-la-montre. Donc certes, on s'attendait à ce qu'il soit devant sur les 3 contre-la-montre. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il colle plus de 30 secondes à Juan Denis sur 15 km à Milan. Il a fait une démonstration très clairement. Sur les 3 étapes, il fait une démonstration. Juan Denis sur le 2e chrono, c'est là où il est le plus proche. Et pourtant, il se prend un boulevard ce jour-là. Il a été phénoménal. Et son étape de montagne, la manière dont il l'a gagné, il a fait preuve d'une très grande intelligence tactique. En ne se mettant pas dans le rouge, en laissant De Rent. Il y avait De Rent et... C'était pas Rubio qui étaient ensemble. C'est un coureur de la Movistar. Sans gueuler, on va dire, se tirer dans les pattes. Ça montre aussi qu'il a une grande intelligence tactique. Alors moi, j'attends de voir Filippo Ganna, c'est sur les courses pavées. Sur Paris-Roubaix, parce que vu son physique, vu ses qualités sur le contre-la-montre, c'est quand même un solide gaillard. Sur Paris-Roubaix, ça devrait être pas mal quand même. Mais ça reste un équipier qu'il faut avoir dans son équipe. Que ça soit dans une équipe de sprinters ou dans une équipe de montagne. Vu ses qualités, il faut l'avoir. Almeida, futur grand. Question qu'on peut se poser aujourd'hui, alors que la nuit est en train de tomber. Almeida, futur grand, oui, parce que c'est un coureur qui a déjà démontré son talent, que ce soit l'année dernière, autour de l'Utah, chez Axeon, chez De Koninck, autour du Burgos par exemple cette année, également sur d'autres courses. La question que je me posais avant de ce tour avant de ce Giro, c'est qu'est-ce qu'il était capable de tenir 3 semaines. Et il finit 4e de la course, en faisant un très bon dernier contre-la-montre. Donc je crois qu'il nous a donné la réponse. Il tient 3 semaines. Après, sa chance a été que Evenepoel se crache. Parce que sinon il aurait été équipier et peut-être qu'il n'aurait pas cru en ses moyens. Mais j'ai l'impression quand même qu'il a... C'est pas du caractère. Parce qu'il a quand même un gros melon, le petit. Il sait ce qu'il veut, Almeida. Et je pense qu'il sait qu'il veut être devant, qu'il veut gagner au top. Et là,
oui, c'est un coureur sur lequel il faudra compter dans l'avenir, parce que quand vous finissez quatrième de votre premier grand tour à 22 ans, normalement derrière, il y a des très bonnes possibilités. Alors après, il faudra qu'il confirme, lui aussi. Mais s'il confirme, oui, ça sera un futur grand. Démarre, bah 100%. C'est-à-dire, cette année, il a quand même pas raté beaucoup son seul raté de la saison, je crois que c'est quand il se fait dépasser par Gaviria autour du Burgos. Mais et encore, c'est pas un véritable raté. C'est le Tour du Burgos, et c'était la première course de la saison. Il a été juste monstrueux. 14 victoires cette saison, 4 sur le Giro. Tous les sprints du Giro, il les a remportés. Je peux dire quoi d'autre? Objectif maillot cyclamen, il le remporte. Son changement de méthode d'entraînement, le fait de se concentrer vraiment sur le sprint, ça a été une réussite. Il a été très très bien emmené, parce que à chaque fois, Scottson, du côté Guarnieri également, ont fait un très bon travail. Et malgré le fait qu'il ait perdu Benjamin Thomas assez tôt, ça n'a pas nuit à son train. Pourtant, Benjamin Thomas était un coureur important. Et il a été intelligent face à Sagan sur la manière de gérer le maillot cyclamen. Donc, je n'ai pas grand chose à dire. Cette année, c'est pour moi, avec Sam Bennett, les 2 sprinters qui ont marqué 2020. Ils ont été au-dessus quand même, cette année. Et en 3, je mets Ackermann. Et puis en 4, Caleb Ewan. Mais cette année, les deux là ont été juste incroyables. Il démarre, oui, il fait partie du gratin du sprint mondial aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10. Déjà avant, il faisait partie du gratin du sprint mondial. Je pense depuis 2016. C'est encore plus le cas aujourd'hui, bien entendu. Mais il était déjà dans le gratin du sprint mondial auparavant. Geoghenaert, quel vainqueur. Quel vainqueur. Vainqueur tout en maîtrise. Je parlais de Jane Lay, mais je parlais pas de Jane Lay. Je m'étais dit ça dans une autre vidéo, que Jane Lay n'avait pas énormément forcé son talent. T'as l'impression que Geoghenaert non plus. Il a maîtrisé la situation, il s'est jamais affolé. Il n'a pas fait déjouer son adversaire, mais alors, je pense qu'il a fait déjouer Kelderman, parce que à Pioncavallo, Kelderman, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui suive. Mais de se dire qu'au bout de 3 jours de course, il était genre à 3,30 ou un truc comme ça, et il remporte la course sur un mec comme Kelderman avec une 30 d'avance et 40 secondes sur Jane Lay, c'est quand même un beau retournement de situation. Et Geoghenaert, je dirais que c'est quand même fort. Les 2 fois, il a été leader. Enfin, même les 3 fois, il a été leader sur le Tour de Pologne. Pour moi, il n'a jamais déçu. Tour de Pologne, il fait 5. Tour des Alpes, il avait fait 2. Là, il gagne. Et il a été très bon aussi dans le leadership, avec Juan Denis, avec Ben Swift, avec une partie de son équipe. Il a été très très bon dans le leadership, dans sa manière de mettre tout le monde derrière son objectif. Ça a été un vrai meneur. Et ça, c'est important, dans une équipe, d'avoir un vrai meneur. Ineos, futur casse-tête en vue. Et oui, du côté de chez Ineos, parce que Geoghenaert gagne. Bon, on ne sait pas s'il a renouvelé son contrat, c'est encore un petit peu en discussion. Mais ça m'étonnerait qu'Ineos le laisse partir. C'est un Britannique qui remporte un Giro. Normalement, on le garde. Richie Porte arrive. Vous avez Sivakov. Vous avez Carapaz. Vous avez Geraint Thomas. Vous avez encore Egan Bernal. L'année prochaine, ça va pas être plus facile que cette année. Pour savoir qui sera leader sur quelle course, qui devra se mettre au service de quel autre coureur. J'ai peur quand même qu'un Geraint Thomas se retrouve maintenant un petit peu isolé. Surtout qu'il a perdu Froome. Mais la situation chez Ineos, ça va être un casse-tête pour les managers. Parce que là, si je rajoute Juan Denis, qui est en capacité aussi pour moi d'être leader sur un grand tour, il y a 6 ou 7 mecs. Il y a Ivan Souza aussi, qui est totalement en capacité d'être leader. Narvaez, il a quand même fait des bonnes choses.
ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour l'équipe Ineos. Et oui, il va falloir trouver des solutions, mais le Ineos, le Skype 2.0, on va dire, je sais pas s'il n'est pas encore plus violent que le... Enfin, le Ineos 2021 sera encore plus violent que le Ineos 2020. Et déjà que le Ineos 2020 était costaud, ouais, ça va être un sacré casse-tête. On va les voir encore devant longtemps. Mais bon, Jumbo, c'est un peu pareil. Donc, ils ont récupéré Gelderman. Ça va pas être facile non plus dans la gestion des coureurs. C'est sûr que chez Sunweb, par exemple, c'est plus facile pour l'année prochaine. Ou chez Cofidis, au niveau de la montagne, c'est plus facile. Vous avez Guillaume Martin et Guillaume Martin. Mais là, ouais, il va y avoir une sacrée aventure, je pense. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos sur le Giro 2020. Sur la dernière semaine, on a gagné pas mal d'abonnés. Donc ça, je suis très satisfait de vous. Vous avez bien cliqué sur la case abonnement et sur la cloche. Donc n'hésitez pas à le refaire. N'hésitez pas donc à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.